On se retrouve dans cette vidéo pour parler de course à pied et de neurosciences. On va aborder aujourd'hui la fatigue, c'est-à-dire quand on se met à ralentir malgré nous dans une compétition. Parce que la thématique de cette vidéo, c'est justement quelle est la cause de la fatigue. On entend souvent parler du mur du marathon comme une conséquence de l'épuisement de nos stocks en glycogène, qui fait qu'on n'a plus d'énergie, donc on ralentit. Cette vidéo, c'est pour parler de ça, c'est surtout parler de la suite de l'histoire. Parce qu'on nous parle toujours du début, c'est-à-dire on n'a plus de glycogène, on ralentit, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, et j'aimerais vous parler de la suite. Pourquoi on ralentit réellement? Alors déjà, pourquoi ça ne serait pas ça l'explication? Alors d'une part, on n'a pas que des réserves de glycogène qui nous donnent de l'énergie. On a 3 voies métaboliques différentes qui permettent de créer de l'énergie. Le glycogène, donc le glucose en fait. Ensuite, on a aussi les protéines et les lipides. Alors certes, c'est des voies qui sont moins performantes, mais c'est des voies qui fonctionnent en parallèle avec le glucose. Donc on a d'autres sources pour créer de l'énergie. Alors elles sont moins performantes, et c'est pour ça qu'on nous dit que quand on a épuisé nos réserves en glycogène, il ne reste plus que ces voies moins performantes, et donc on n'a pas d'autre chose à garantir. Mais, cela dit, moi je vois à la fin des courses, que ce soit des marathons, des 10 km ou peu importe, les gens qui ont ralenti, parce qu'ils se sentaient plus capables de courir à l'allure qu'ils avaient prévu de courir, à la fin, ils vont quand même se taper un sprint. Ils vont quand même accélérer quand ils vont voir qu'il ne reste plus que 2 km à la fin du marathon. Et ça, soit ils ont pris des ravitaillements ou ils ont marché, ils ont récupéré, soit il y a une autre raison pour laquelle ils ont ralenti tout ce temps. Et c'est de ça que j'ai envie de parler. Alors qu'est-ce que ça peut être comme raison? Alors déjà, on va voir les 3 voies métaboliques, ça va nous donner des éléments de réponse. Celle du glucose, c'est la voie, on a dit, la plus performante pour créer de l'énergie. Il se stocke en glycogène. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'il se stocke majoritairement dans nos muscles, un petit peu dans notre foie, mais beaucoup dans nos muscles. Ça, c'est important à le savoir parce que souvent, j'entends des gens dire j'ai pas assez de muscles, je me suis pas assez entraîné pour tenir cette allure aussi longtemps sur le marathon et j'ai besoin de plus de muscles. C'est intéressant parce que moi je comprenais pas le lien entre avoir plus de muscles et manquer de glycogène. Et en fait le lien c'est que le glycogène est stocké dans les muscles. Donc quand vous voulez plus de muscles, en fait vous aurez plus de place pour stocker le glycogène et donc vous aurez potentiellement plus d'énergie sur vous. Donc c'est pour cette raison, en partie, qu'on cherche à avoir plus de muscles quand on s'entraîne pour tenir un marathon. Alors cela dit, ce qui nous intéresse, c'est pourquoi on ralentit. Quand on épuise nos réserves en glycogène, on va passer sur d'autres voies métaboliques, comme on l'a dit tout à l'heure. On va passer sur la voie des lipides et des protéines. Alors je vais commencer avec les protéines. Les protéines, elles viennent de nos muscles. Donc si vous commencez à utiliser des protéines pour les transformer en énergie, en fait, vous allez perdre progressivement du muscle. Donc, c'est pas la voie. C'est très utile quand on a besoin d'énergie, mais à long terme, c'est pas la voie idéale parce que vous allez juste perdre du muscle quand vous allez vous entraîner. Donc, c'est très important de manger des glucides pour pallier à ça. Ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on va utiliser les protéines, en fait, elles vont partir dans le sang, elles vont circuler dans le sang. Les protéines, elles vont se retrouver dans le sang aussi sous forme d'acides aminés, c'est ce qui les constitue. Dans les acides aminés, il y en a un en particulier qui s'appelle le tryptophane. Et tryptophane, comme certains autres acides aminés, ce n'est pas le cas de tous, il est capable de passer la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire la barrière qui sépare le cerveau du reste du corps, qui est filtré. Il n'y a pas tout qui peut franchir pour passer dans le cerveau, mais le tryptophane, c'est le cas. Et la raison pour laquelle je vous parle du tryptophane, c'est que c'est un précurseur de la sérotonine. La sérotonine, c'est un neurotransmetteur, c'est-à-dire une molécule qui va permettre de passer des messages entre les neurones. Ça va les aider à communiquer. Il y a quelques années, des chercheurs ont fait l'hypothèse que la sérotonine, elle permettrait de déclencher la fatigue. Leur hypothèse, c'était plutôt que le tryptophane, une fois qu'il passait dans le sang puis dans le cerveau, il allait être un signal pour annoncer qu'on déclenche la fatigue, volontairement, donc de manière active. En fait, plus il y aurait de tryptophane, et plus on pourrait synthétiser de la sérotonine. Et en plus, elle pourrait jouer son rôle dans la fatigue. Alors pour vous démontrer ça, il y a eu des expériences réalisées.
il y a des groupes d'humains et des groupes de rats auxquels on a demandé de courir jusqu'à épuisement. Ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'on a donné une molécule qui active les récepteurs à la sérotonine chez les humains et chez les rats. Et on a remarqué qu'ils couraient moins longtemps. Et ça montrait qu'ils avaient accéléré l'épuisement. Donc, ils avaient déclenché de la fatigue. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'ils ont donné aux rats une molécule qui bloquait les récepteurs à la sérotonine. Et dans ce cas-là, ils ont retardé l'épuisement des rats. Ils ont pu courir beaucoup plus longtemps. Et ça, c'est indépendant des stocks en glycogène. Il suffit d'activer les récepteurs à sérotonine pour courir moins longtemps. Et il suffit de les bloquer pour courir plus longtemps. Bon, c'est prouvé, la sérotonine a un rôle à jouer dans la fatigue. Elle va nous faire ralentir. Il y a d'autres neurotransmetteurs qui permettent de faire ça, mais aujourd'hui on parle de la dopamine. La sérotonine, elle peut influencer la fatigue de différentes façons. Déjà, elle va inhiber la libération de dopamine. La dopamine, c'est ce qui permet de faciliter le déclenchement des mouvements volontaires. Donc en l'inhibant, forcément, la fatigue va venir avec. Elle peut aussi intervenir sur d'autres voies. Elle peut intervenir sur notre motivation, sur notre vigilance. Et il serait possible aussi qu'elle joue un rôle dans la thermorégulation, donc la régulation de notre température corporelle. Si notre température augmente, il y a des mécanismes qui vont se déclencher pour nous faire ralentir. Elle aura aussi un rôle à jouer dans la régulation de la douleur, de notre humeur, et aussi dans la perception de l'effort. Donc, en clair, c'est certain qu'il y a plein de leviers sur lesquels jouer pour nous faire ralentir lors d'un marathon et pour impacter notre performance. Bon, c'est bien beau tout ça, mais est-ce qu'on ne peut pas donner un exemple concret? Pour faire un mouvement, et pour faire simple, on a le cerveau qui envoie un message électrique au muscle. Le muscle reçoit son message électrique, il se contracte. Pour faire un peu plus compliqué, en fait, il y a des relais. Le cerveau, il envoie un message électrique dans la moelle épinière, et c'est la moelle épinière qui va transférer au muscle. Sauf que la moelle épinière, elle va pas transmettre le message de manière passive. Elle va intégrer ce message parmi d'autres et elle va envoyer la réponse la plus adaptée. C'est-à-dire qu'elle va recevoir un message du cerveau, du tronc cérébral et de récepteurs sensoriels. Pour le tactile, la douleur ou encore la position de notre corps dans l'espace. Elle va intégrer cette information et communiquer au muscle le meilleur mouvement possible. L'information qui va provoquer le mouvement, que le cerveau envoie, elle va aussi faire un relais dans le tronc cérébral. Le tronc cérébral va faire son relais dans la moelle épinière. Et quand je parle de tronc cérébral, je parle surtout du noyau du rafet. En fait, ce qu'on appelle noyau du rafet, c'est un ensemble de neurones, un regroupement de neurones sérotoninergiques qui vont se projeter dans la moelle épinière. La sérotonine, en se projetant sur les motoneurones de la moelle épinière, elle va avoir deux rôles. En petite quantité, la sérotonine qui va être libérée dans les connexions des motoneurones, elle va atteindre ces récepteurs qui vont provoquer l'excitation des motoneurones, ce qui va se propager jusqu'au muscle et contracter le muscle. Par contre, en grande quantité, la sérotonine va s'accumuler dans les connexions, dans les synapses. En s'accumulant, la sérotonine va se disperser sur les côtés. Et sur les côtés, il va se trouver de nouveaux récepteurs à la sérotonine, mais d'un type différent, qui eux ne vont pas exciter les motoneurones, mais les inhiber. Et donc, en grande quantité, la sérotonine va avoir comme effet d'inhiber les motoneurones qui devaient contracter nos muscles. Donc, à terme, la sérotonine va limiter le nombre de messages électriques qui vont atteindre les muscles. Ils vont donc moins se contracter, et ça va nous faire ralentir. En fait, prendre du sucre dans une course, ça va repousser le moment où on aura besoin de libérer nos protéines dans le sang pour le transformer en énergie. Et donc ça va repousser le moment où le tryptophane va passer dans le cerveau, stimuler la production de sérotonine et induire toutes ces réponses liées à la fatigue. Alors si on revient à notre histoire de base, on a dit qu'on a 3 voies métaboliques qui permettent de créer de l'énergie qui sera utilisée lors d'une course. On a parlé des glucides, qui est la voie la plus performante. On a parlé des protéines qui, à terme, pouvaient créer de la fatigue. Et on n'a pas parlé des lipides. Les lipides, à la base, moi je me suis dit, les lipides, on va puiser dans nos graisses. Donc si on puise dans nos bourrelets pour créer de l'énergie, c'est plutôt quelque chose de positif. Alors ça, c'était sans parler d'un article qui est sorti, je crois, en 2023, à vérifier, je vous mets l'article. Et il a montré qu'à la fin d'un marathon, notre cerveau il avait diminué de taille.
Alors s'il a diminué de taille, c'est parce que il y a des gaines de myéline dans le cerveau. Et la myéline, c'est des lipides. Il serait possible que ces lipides ils soient utilisés pour produire de l'énergie pour alimenter le cerveau tout au long du marathon. Mais le rôle de ces gaines de myéline, c'est accélérer les messages nerveux. Alors, on peut imaginer que si ces gaines de myéline disparaissent, ça va impacter les fonctions de notre cerveau. Ça peut être qu'il y a moins de signaux électriques qui arrivent, donc ça peut être des problèmes de coordination entre les neurones, et progressivement, j'imagine que ça peut aboutir à de la fatigue. Alors là, il n'y a pas d'études sur le sujet, c'est juste moi qui essaye d'imaginer des conséquences que ça peut avoir une perte de myéline dans le cerveau. Et d'autant plus que la disparition des gaines de myéline a été remarquée dans le cortex moteur et dans les cortex sensoriels. Et on a déjà parlé de ces deux cortex qui ont un rôle central dans le déclenchement des mouvements moteurs. Pour moi, ça fait beaucoup d'éléments qui se rejoignent pour dire qu'il peut y avoir une forme de fatigue générée par l'utilisation de cette myéline pour produire de l'énergie. Alors je ferme la parenthèse, ça c'est juste une hypothèse comme ça, il n'y a pas eu d'études sur le sujet, c'est beaucoup trop récent pour qu'on puisse en déduire quoi que ce soit, il n'y a pas eu d'autres expériences qui ont été faites par la suite. Ce que je peux dire, c'est qu'ils avaient constaté au bout de 2 semaines que la myéline était revenue à son taux normal chez les marathoniens et ils n'avaient pas constaté de dysfonctionnement particulier des capacités mentales des personnes. Donc il semblerait qu'il n'y ait pas eu de problème particulier dû à ça et c'est revenu à la normale au bout de 2 semaines. Voilà, donc ça c'est pour le côté rassurant. On peut avoir un cerveau qui diminue temporairement sans que ça gêne particulièrement son fonctionnement. Bon, on a vu que la fatigue, c'était plurifactoriel. Il y a plusieurs raisons qui font qu'on va ralentir dans une course. Alors, il y a l'épuisement de nos stocks énergétiques, mais il y a d'autres facteurs. Il y a les facteurs neurobiologiques, il y a les facteurs psychologiques, il y a des dysfonctionnements qui peuvent arriver, par exemple la perte de myéline. Il y a des choses que j'ai pas mentionnées comme l'hyperthermie, parce qu'à chaque fois qu'on va utiliser de l'énergie, on va en disperser sous forme de chaleur. Notre corps va augmenter en température et s'il a une chaleur trop élevée, il va chercher à ralentir. Et il y a d'autres mécanismes plus morphologiques, mécaniques. Nos muscles peuvent, à force d'avoir des chocs, avoir des lésions. Ça, dans un marathon, j'ai pas vu beaucoup d'études histologiques sur le sujet, mais dans des trails, après 20 minutes ou 30 minutes de descente, j'ai vu des études où le muscle, je vais mettre une photo ici, ne ressemble plus à un muscle. Il y a des micro-lésions, les fibres musculaires ne sont plus rectilignes, mais elles sont en forme de vague où clairement le muscle n'est plus fonctionnel, c'est de la compote et ça va être très dur de continuer à courir avec un muscle dans cet état. Et pour terminer, si on ne parle plus de marathon mais de courses très intenses, très rapides et courtes, on peut avoir les jambes lourdes qui vont se tétaniser. Dans ce cas-là, il y a beaucoup de gens qui parlent d'acide lactique, à tort. Ce n'est pas l'acide lactique qui est responsable de ce mécanisme. Mais effectivement, on va être amené à ralentir malgré nous parce qu'on a une accumulation de calcium dans les fibres musculaires qui vont les faire contracter malgré nous. Si vous voulez connaître d'autres mécanismes qui permettent de tétaniser nos muscles, je vous mets le lien vers cet article qui vous donnera plus d'informations. Comme je l'ai déjà dit, la fatigue est multifactorielle. Elle implique des mécanismes moléculaires, cellulaires dans différents organes et elle peut être vue sous deux angles. Soit elle est négative, c'est-à-dire elle intervient après un dysfonctionnement de notre corps, face à la perte de l'équilibre de nos paramètres physiologiques comme le taux de glucose dans le sang, le taux d'oxygène, comme des choses dont on n'a pas parlé, mais la concentration de potassium ou sodium dans les cellules nerveuses ou musculaires, ou encore comme la température. Soit ça peut aussi être vu comme quelque chose de positif. La fatigue peut être considérée comme une stratégie volontaire de protéger notre corps pour qu'il puisse survivre plus longtemps. Et dans ce cas-là, on a vu que notre système nerveux avait différents mécanismes pour nous faire ralentir. Alors aujourd'hui, on a surtout vu qu'il pouvait nous faire ralentir de manière inconsciente en agissant directement sur la contraction de nos muscles, mais il y a aussi des mécanismes pour nous faire ralentir de manière consciente, en jouant sur la perception de l'effort, sur la perception du parcours, des distances, des côtes ou encore de la douleur. Alors on va pas tout aborder, c'était pas prévu de tout aborder. Pour le moment, j'ai surtout besoin de votre retour pour savoir ce qui vous a intéressé ou non. Si je donne trop de détails par exemple, ou pas assez. Et la meilleure façon de faire ça, c'est de me laisser des commentaires. Je vous dis à la semaine prochaine pour introduire les neurosciences dans la course à pied.